Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble la troisième partie de l'histoire des Skaven expliquée par les cartes. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, je vous invite à aller les visionner avant de vous plonger dans cette vidéo. Pour ceux qui sont à jour sur la série, bon visionnage. La dernière fois, nous nous étions laissés alors que le clan Pestilence avait finalement intégré le Conseil des 13, ce qui mit un terme à la guerre civile entre Skaven. Enfin unis, les Skaven pouvaient à nouveau se concentrer sur l'invasion des races du dessus. Le nouveau Conseil des 13 fomentait d'ailleurs déjà des plans pour faire chuter les empires nains et humains. À peine réunifiés, les Skaven fomentaient déjà un plan pour faire chuter l'Empire des Nains. En effet, celui-ci avait repris plusieurs de leurs anciens bastions durant la guerre civile des Skaven, et menait la vie dure aux peaux vertes. Les Skaven cherchèrent donc à stopper ces avancées naines et reprirent le conflit pour le contrôle des montagnes du bord du monde. Du jour au lendemain, les nains durent faire face à des dizaines de milliers de Skaven assiégeant leurs places fortes. Malgré toute la résilience de leur race, ils durent mobiliser toutes les ressources à défendre ce qu'ils avaient acquis, et furent complètement stoppés dans leurs avancées. La guerre contre les nains recommença, et dura des siècles, tant cette race était résistante et remplie de formidables guerriers. En 700, les technomages du clan Skryre développèrent un modèle de lance-flamme fiable selon les standards Skaven. Munis de cette nouvelle arme, les armées Skaven purent violemment ébranler les défenses naines, et reprirent plusieurs Karak au cours des années suivantes. Mais rapidement, les nains réorganisèrent leurs défenses et bloquèrent les progressions Skaven. Le conflit s'enlisa et dura encore pendant 400 ans. Malgré toute la perfidie de leur race, les stratégies des Skaven tombaient tout à l'eau. Que ce soit les assassinats orchestrés par le clan Eshin, les maladies déclenchées par le clan Pestilence, ou les terribles armes inventées par le clan Skryre. Le Conseil des 13 avait beau jouer toutes ces cartes, les ressources des nains semblaient inépuisables. En fait, l'Empire nain s'était allié avec les hommes de l'Empire, qui le fournissaient en matières premières et rejoignaient même parfois les nains au combat lorsque ceux-ci étaient en difficulté. Complètement agacés par leurs échecs répétés, les seigneurs de la ruine changèrent de stratégie. S'ils ne pouvaient faire tomber le Karazankor, ils s'attaqueraient à ses alliés jusqu'à l'isoler complètement, pour enfin le cueillir comme un fruit mûr. Ainsi, aux environs de l'an 1100, les Skaven tournèrent leur soif de sang vers l'empire de Sigmar. Ils commencèrent à creuser de nombreux terriers sous les villes impériales, et amassèrent des dizaines de milliers de guerriers des clans en vue d'une invasion éclair. Les humains de cette époque étaient encore moins conscients de la menace des Skaven qu'aujourd'hui. Ils n'avaient affronté que les peaux vertes pour porter secours aux nains, car les combats contre les Skaven survenaient surtout dans les souterrains, où les humains ne se rendaient jamais. De plus, à part quand ils portaient secours à leurs alliés nains, ils ne combattaient pas contre des races hostiles. Les terres de l'Empire avaient effectivement été nettoyées des menaces au temps de Sigmar, il n'y avait donc plus grand chose à craindre. Sans ennemis extérieurs, l'humanité devint son propre adversaire. Les postes à responsabilité étaient occupés par une oligarchie peu soucieuse du bien-être de sa population, et l'administration était paralysée par la corruption, l'indolence et les dissensions. Cette situation délétère s'était accentuée depuis que l'empereur Boris l'Incapable était monté sur le trône en 1053. La cupidité de cet empereur était telle qu'il laissa les Norse s'installer à Marienburg en échange d'une coquette somme d'argent. De plus, il accentua les luttes de pouvoir entre les comtes électeurs pour pouvoir leur vendre de nouveaux titres, quitte à augmenter l'instabilité et la corruption déjà omniprésentes. Les Skaven qui s'étaient installés sous l'Empire avaient compris que la médiocrité de cet empereur était leur meilleure chance de s'emparer rapidement de l'Empire. Ils fomentèrent donc un plan pour s'assurer que Boris reste sur le trône le plus longtemps possible. Il suffisait pour cela d'assassiner Vilnur, son fils, unique et seul héritier. Ainsi, même si une crise majeure survenait, les impériaux seraient incapables de se rallier derrière quelqu'un d'autre que Boris l'Incapable. Ainsi, en 1110, alors que Vilnur menait les armées de son père contre une incursion d'hommes bêtes dans la Darkwold, des assassins du clan Eshin furent dépêchés par le Conseil des 13 pour assassiner le fils héritier. Cette mission fut couronnée de succès, et laissa l'Empire encore plus bas qu'il ne l'était déjà. Il était temps pour les Skaven de passer à la suite de leur plan. Quelques mois plus tard, en 1111, une nouvelle maladie fut mise au point par le clan Pestilence et confiée aux adeptes du clan Eshin pour que ces agents la dispersent dans les puits et les sources d'eau de l'Empire. Naturellement, les épidémies étaient si omniprésentes dans le vieux monde que peu de gens auraient pu concevoir qu'elles fussent des armes de guerre. Les premiers signes de l'infection étaient des taches noires sur la peau, suivies par des douleurs aux articulations et des poussées de fièvre. L'incubation variait de quelques minutes à plusieurs semaines. Le malade était alors pris d'horribles convulsions pouvant durer des heures et finissait par trépasser. Les cadavres ne tardaient pas à prendre une teinte grisâtre écœurante. Les citoyens de l'Empire baptisèrent ce fléau la peste noire, à cause des taches noires qu'il causait aux infectés. La maladie fut pour la première fois détectée dans les régions du sud, frappant simultanément les villes de Nuln, d'Aldorf et de Talabeim. Et beaucoup pensèrent donc qu'elle avait été rapportée par des marchands tiléens. À l'époque, les moyens de communication étaient limités, et ce ne fut que quand la peste se répandit par les routes et les fleuves que l'on put mesurer la véritable étendue du fléau. C'est alors que la panique éclata.
Bientôt, les cités fermèrent leurs portes aux colonnes de misérables réfugiés qui fuyaient la maladie, mais elles finirent par succomber une à l'épidémie, ou à leur propre maladie causée par la surpopulation qui s'ensuivit. Seule la grande ville de Middenheim avait réussi à éviter l'épidémie en scellant ses viaducs. Partout ailleurs, les villages furent balayés, les villes furent abandonnées et les cités devinrent des mouroirs où les mourants croulaient sous des cadavres. La virulence et la vitesse de propagation de la maladie étaient terribles, et ses victimes trépassaient en quelques jours, voire quelques heures. Une fois les premiers symptômes apparus, aucun remède connu n'avait d'effet et la rapidité de l'épidémie ne laissait pas le temps de l'étudier. On pensa bientôt qu'il serait impossible de l'arrêter, et que les supplices adressés aux dieux étaient la seule façon d'y échapper. Des cultes de Nurgle apparurent bientôt dans tout l'Empire, remplis de fidèles atteints par la maladie et qui souhaitaient que le père des épidémies leur vienne en aide. Des hordes de milliers de flagellants erraient sans but, annonçant à qui voulait l'entendre que Sigmar était courroucé et que sa colère s'abattait sur l'Empire à cause de sa corruption. Cette terrible épidémie dura 4 ans, et extermina plus de la moitié de la population de l'Empire. Alors qu'elle frappait encore, les armées du Conseil des 13 sortirent des souterrains et assiégèrent les villes et les villages grandement affaiblis, pillant et rasant ce qui n'était pas déjà détruit, et réduisant en esclavage les quelques survivants impériaux. Alors que l'Empire connaissait ses heures les plus sombres, Boris l'Incapable s'était retranché dans son palais à Altdorf, délaissant complètement la défense de l'Empire et se contentant de festoyer tant qu'il le pouvait encore. Ironiquement, en 1115, il fut l'une des dernières personnes à succomber à la peste noire. Cette terrible épidémie couplée à l'invasion de Skaven avait terrassé plus des 3/4 des habitants de l'Empire. À la mort de l'empereur Boris, la situation était si chaotique qu'aucun successeur ne fut élu. Les armées d'Omra avaient marché à ciel ouvert dans le Reikland, l'Averland, le Wissenland et le Talabekland, et les armées impériales étaient impuissantes à les en empêcher. Seules les grandes cités du sud comme Altdorf, Null et l'Averland résistèrent, mais risquaient maintenant la famine. Au nord, la peste noire continuait de sévir dans certaines régions reculées, et chaque hiver, des milliers de personnes mouraient, victimes de la faim dans les quelques rares cités qui avaient échappé aux ravages de la maladie ou de la guerre. Au cours des 7 années qui suivirent, les Skaven réduisirent en esclavage tous les humains qu'ils capturèrent. Ceux qui étaient trop jeunes ou trop vieux pour travailler furent exécutés à vue, et ceux qui tenaient debout et pouvaient manier une pioche furent envoyés dans les mines des Skaven. En l'espace d'une autre année, un tiers de la population déjà exsangue de l'Empire avait été massacrée ou réduite en esclavage. Des hordes de guerriers des clans encerclaient les villages, les incendiaient et s'emparaient des fuyards. De longues colonnes d'esclaves traînaient leurs pieds vers les camps de travail établis dans les ruines d'Ubersreik et de Playdorf au Wissenland. Les plus chanceux travaillaient dans les champs afin de nourrir les hordes d'Omra. Les autres étaient envoyés dans des mines et ne revoyaient jamais la lumière du jour. Alors que l'Empire était pillé de ses ressources et de ses hommes, le prestige du clan Pestilence croissait proportionnellement. Même les seigneurs de la ruine ne pouvaient nier l'efficacité de l'épidémie de la peste noire. Les seigneurs de la peste usèrent de cet avantage pour s'assurer 2 places de plus au conseil, totalisant ainsi 3 sièges, ce qui ne s'était jamais produit auparavant pour aucun clan. Seules 3 cités tenaient bon face à l'envahisseur Skaven, Altdorf, Talabheim et Middenheim. Toutefois, étant donné l'absence d'empereur sur le trône, les Omra se considéraient victorieux, et il ne restait pas d'humains assez braves pour les contester. Il semblait bien que ce fût la fin de l'empire de Sigmar, mais une fois encore, le destin changea la donne et 2 événements empêchèrent le coup fatal de s'abattre. Tout d'abord, le comte électeur du Middenheim, Mandred, avait ordonné de détruire les viaducs de Middenheim, ce qui avait grandement épargné la ville. Le comte avait donc encore à sa disposition une armée notable. Les troupes ulricaines sous son contrôle représentaient plus de la moitié des forces restantes de l'Empire. De plus, en 1116, les Skaven marchèrent vers la Sylvanie pour s'emparer de ces territoires impériaux. Ils y rencontrèrent un ennemi qu'ils ne pouvaient pas vaincre aussi facilement que les hommes de l'Empire. En effet, la région était contrôlée par des vampires, et les Omra se heurtèrent à des hordes de cadavres ambulantes tués par la peste, et à des tribus de milliers de ghouls. Confrontés à un ennemi immunisé contre la maladie et la peur, et dont les effectifs étaient presque équivalents aux leurs, les Skaven furent privés des avantages tactiques dont ils avaient l'habitude. La petite troupe qui avait été envoyée en Sylvanie fut rapidement éliminée par la horde des morts-vivants. Les Skaven répliquèrent comme ils l'avaient toujours fait, en envoyant vague sur vague de soldats dans la province pour écraser leurs ennemis. La logique aurait voulu que les Skaven achèvent les hommes avant de se concentrer sur la Sylvanie. Seulement, 5 ans plus tôt, une météorite de Malpierre s'était écrasée dans cette région, et les nécromanciens utilisaient depuis cette ressource pour renforcer leur pouvoir. Il était donc impératif pour les Omra de conquérir cette région avant que les nécromanciens et vampires n'épuisent cette incroyable réserve de Malpierre. Ce faisant, la guerre entre les 2 races abominables dura presque 5 ans, et aucun camp ne parvint à l'emporter. Cette lutte écarta les grandes armées des Omra des restes de l'Empire, et épuisa leurs troupes, ainsi que celles des morts-vivants, ce qui était tout aussi bénéfique aux humains. Finalement, l'Empire avait une chance de contre-attaquer ses conquérants, mais les dégâts qui lui avaient été infligés étaient si terribles que personne n'était assez brave pour envisager la réussite d'une telle entreprise,
sans parler de convaincre d'autres hommes de s'allier à cette cause perdue. Personne? Pas tout à fait. Le comte Mandred de Middenheim avait encore à sa tête la plus puissante armée impériale. En 1118, alors que les Skaven étaient en pleine guerre contre la Sylvanie, ils envoyèrent des troupes pour s'emparer du nord de l'Empire et faire tomber Middenheim, qu'ils considéraient à juste titre comme le dernier bastion de la puissance impériale. Ils assiégèrent la cité, mais celle-ci était bien défendue, et malgré les ravages des coureurs d'égout et des Jésailles, toutes les percées des Skaven furent stoppées avant qu'ils ne puissent les exploiter. Le comte électeur Mandred organisa lui-même les défenses de la ville. Il n'hésitait jamais à commander depuis les remparts, ou à mener lui-même ses hommes dans les égouts. Finalement, en 1122, après 4 ans de siège, avant que le courage des défenseurs ne puisse être vaincu, l'épidémie de peste noire se retourna contre les Skaven, qui succombèrent par milliers à la maladie qu'ils avaient eux-mêmes propagée. Leurs effectifs fondirent comme neige au soleil, et ils furent obligés de se contenter d'établir un repère sous la cité avant de battre en retraite. Ce siège signa le tournant de la guerre. Les invincibles armées Skaven avaient été vaincues, et s'étaient séparées en hordes désorganisées. Bien conscient du fait qu'il s'agissait peut-être de sa dernière chance d'arrêter l'immonde marée d'Omra, Mandred rallia à lui les comtes électeurs survivants et mena une croisade contre les Omra. Les Skaven n'eurent pas le temps de se regrouper, et perdirent leurs batailles les unes après les autres. Les esclaves humains libérés par Mandred le rejoignaient et gonflaient ses rangs. Presque tous les citoyens encore vivants et libres rejoignirent Mandred dans sa croisade, qui compta bientôt des dizaines de milliers de soldats. En 1124, après 2 ans à essuyer des revers, les Skaven finirent par se réunir autour des collines hurlantes et lancèrent une ultime contre-attaque. Bien supérieurs en nombre, ils faillirent remporter la victoire, jusqu'à ce que Mandred parvienne à décapiter le seigneur de guerre Vrmik du clan Morse, l'un des éminents membres du Conseil des 13. Tout espoir de victoire s'envola alors pour les Skaven, et ils furent chassés de l'Empire. À la suite de cette humiliante défaite, les Skaven durent faire face à de nombreuses luttes internes. Leur plan d'invasion avait échoué et des têtes devaient tomber pour ça. De plus, une place venait de se libérer dans le Conseil des 13, et les nombreux prétendants se bousculaient déjà pour l'occuper, lançant des pestes ou organisant des assassinats pour faire tomber leurs rivaux. Du côté de l'Empire, le comte Mandred fut renommé Mandred le tueur de rats, et fut élu empereur. Sous son règne éclairé, l'Empire se releva plus rapidement que ce à quoi s'attendaient les Skaven. Les villes furent reconstruites, les terres à nouveau cultivées et les réfugiés retournèrent à leurs anciens foyers. De surcroît, Mandred ordonna la création d'un corps spécialisé dans la lutte contre les Skaven, nommé la Garde des Égouts. Les luttes internes que les Skaven subissaient furent aggravées par une révolte d'esclaves sans précédent dans l'Empire souterrain. Les nombreux hommes asservis qui n'avaient pas été libérés par Mandred avaient compris que les luttes entre Skaven étaient leur meilleure chance de recouvrer leur liberté. En 1125, un an après la bataille des collines hurlantes, le seigneur Critch Coupemain parvint à tuer tous ses rivaux et obtint le titre de chef du clan Morse, gagnant du même coup la place vacante du Conseil des 13. Cette ascension diminua les tensions internes dans l'Empire souterrain sans toutefois les arrêter. En effet, même si la lutte pour la place au Conseil s'arrêta, une grande partie des clans guerriers continuèrent d'accuser le clan Pestilence d'avoir mal dosé la virulence de la peste noire, ce qui avait fini par infecter les Skaven eux-mêmes. De leur côté, le clan Pestilence et ses vassaux accusaient les clans guerriers d'avoir échoué dans leur conquête de la Sylvanie, et d'avoir pris trop de temps à faire tomber Middenheim. Les différents partis envoyaient régulièrement des assassins pour accroître leur influence, et, de manière très suspecte, plusieurs épidémies de peste noire décimèrent des clans entiers tout en épargnant d'autres. Le Conseil des 13 fut incapable de rétablir un semblant d'ordre entre les Skaven, jusqu'en 1152, où il finit par commanditer l'assassinat de l'empereur Mandred le tueur de rats. Nartis, un assassin du clan Eshin, fut envoyé à Middenheim et accomplit sa mission avec succès. Cet assassinat fut l'occasion de grandes festivités dans l'Empire souterrain. Il permit de réaffirmer le pouvoir du Conseil des 13 et ressouda un minimum les différents clans Skaven. Ceux-ci ressortaient cependant très affaiblis, et durant les décennies suivantes, les Skaven diminuèrent leur activité en surface pour recouvrer leurs forces, se contentant de commanditer des assassinats pour déstabiliser les autres races sans grand succès. En 1300, après des siècles d'expérimentation infructueuse, le clan Mulder parvint à créer le premier Raogre viable. Cette bête de guerre fut grandement appréciée par tous les clans Skaven. Ceux-ci cherchèrent à s'en procurer en achetant directement au clan Mulder, ou parfois en envoyant des espions pour découvrir les secrets de leur conception. Le clan Mulder réussit à conserver la technique de fabrication secrète, et devint ainsi incontournable pour quiconque souhaitait se procurer des Raogres. Ainsi démarra la fulgurante ascension du clan Mulder, qui en quelques années à peine avait dépassé en puissance les clans Morse et Rictus. Cette ascension lui permit de gagner une place à la table du Conseil des 13. Les Skaven s'occupèrent encore majoritairement de leurs affaires internes durant les prochains siècles, attendant patiemment qu'une nouvelle occasion de s'emparer du monde de la surface n'apparaisse. Celle-ci se présenta en 1435, année où le sultan Jafar, puissant sorcier d'Arabie, rassemblait une coalition de tribus du désert et établit sa cité-État, laquelle devint un petit empire après la capture d'Alaik, de Copper, de Martel et de Landshaik.
Les Skaven qui connaissaient l'ambition et la corruption de Jafar ne tardèrent pas à lui proposer une alliance qu'il accepta sans hésiter. Ainsi, les Skaven aidèrent Jafar à construire son empire en échange de Malpierre. De plus, en 1448, ils utilisèrent la confiance que leur accordait Jafar pour semer le chaos parmi les hommes. Ils firent croire au sultan que les Stali prévoyaient de l'envahir. Jafar voulut les prendre de court et envahit les Stali, déclenchant une terrible guerre. Mais contrairement au plan des Skaven, les Stali réussit à convaincre la Tillé, la Bretonie et l'Empire de lui venir en aide. Cette coalition repoussa Jafar jusqu'en Arabie, avant de le poursuivre sur ses terres, de mettre à sac ses cités et finalement de démanteler son empire. Enragés par cette bévue, les Omra cherchèrent d'autres moyens de faire tomber les nations humaines du Vieux Monde. Ils décidèrent pour cela de s'attaquer à la Tillé et à l'Estali, deux nations moins puissantes et plus isolées que l'Empire et la Bretonie, et qui en plus ne se trouvaient pas loin de Scarogne. Les Skaven concentrèrent alors leurs attentions sur ces deux royaumes, et commencèrent à fonder des nids sous les principales villes estaliennes et tilléennes. Suite à cela, les incursions contre ces deux nations devinrent monnaie courante. Les Skaven ne lancèrent pas d'invasion à grande échelle, par peur qu'une autre coalition ne se forme et que cela ne conduise au même résultat qu'avec le sultan Jafar. Mais de plus en plus de villages furent la cible de raids, ce qui affaiblit grandement la Tillé comme les Stali. En 1563, les Skaven considérèrent que l'affaiblissement de la Tillé avait fini par porter ses fruits. Ils lancèrent une invasion et s'emparèrent de la cité tilléenne de Tobaro. Le prince Marceli, maître de la cité, n'avait absolument pas les forces nécessaires pour résister aux Skaven. Il dut ordonner l'évacuation pure et simple de sa cité. Seulement, 2 ans plus tard, en 1565, Marceli, qui avait fait jouer ses relations, revint à la tête d'une armée puissante de mercenaires épaulés par des hauts elfes, et reprit sa cité à la suite de terribles combats. Une fois encore, l'alliance entre les différentes factions de l'ordre avait mis à mal l'Empire souterrain. Pour bien comprendre ces échecs répétés des Skaven, il faut comprendre qu'à la suite de leur défaite contre l'Empire et Mandred le tueur de rats, le clan Pestilence avait perdu beaucoup d'influence au Conseil des 13, et les plans d'invasion suivants, comprenant l'alliance avec Jafar ou l'invasion manquée de la Tillé, étaient le fruit de compromis entre les différents partis siégeant au Conseil. Du fait de ces compromis, les Skaven ne pouvaient pas mobiliser toutes leurs forces dans ces plans, sans risquer de froisser des clans importants qui s'opposaient à telle ou telle décision. Cette opposition au sein même du Conseil des 13 risquait en effet de conduire à une guerre civile, et aucun des seigneurs de la ruine ou de la peste ne souhaitait prendre ce risque, soucieux de garder leur place durement acquise au Conseil. Ainsi, les Skaven étaient bloqués par leur propre système de gouvernance, prenant des décisions prudentes pour conserver l'équilibre instable qui régnait dans l'Empire souterrain. Finalement, aux alentours de 1770, cette situation d'instabilité fut réglée par le clan Pestilence, qui parvint à convaincre ses pairs que la peste noire avait été leur action la plus fructueuse de ces derniers siècles, et qu'il fallait relancer une nouvelle épidémie suivie d'une invasion des royaumes humains. Pour la première fois depuis des siècles, le Conseil des 13 opta quasi unanimement la proposition du clan Pestilence. Ainsi, celui-ci préparait une nouvelle épidémie qui sera plus tard connue sous le nom de la variole rouge. Les moines de la peste travaillèrent sans relâche à la confection de cette nouvelle maladie, si bien qu'en 1786, des souches étaient prêtes à être employées contre les royaumes humains. Cette fois-ci, le Conseil décida de s'attaquer à la Bretonie, et des nuées de rats géants contaminés furent lancées contre le royaume. La variole rouge se répandit rapidement en Bretonie, apparaissant d'abord à bord de l'eau, et ensuite à Brionne, avant de se répandre à l'est le long de la Brienne, et au sud jusqu'en Tillé. À bord de l'eau, elle tua 1/3 de la population, mais le baron Giscard Dupont ordonna que les quartiers pauvres soient brûlés. Cet acte, aussi dénué d'humanité qu'il fut, permit d'endiguer la maladie. La variole rouge mettait plus de temps à tuer que la peste noire, ce qui la rendait un peu plus facile à contenir, mais les souffrances de ses victimes n'en étaient que plus atroces. Cependant, ce facteur fut déterminant, et la maladie fut bientôt contenue, aux grandes dames du Conseil des 13. Ce n'est que 25 ans plus tard, en 1812, que cette maladie devint réellement une pandémie touchant la Bretonie du Sud et la Tillé du Nord. La panique, l'anarchie et les émeutes se répandirent dans plusieurs cités bretoniennes, et des foules en colère ravagèrent les villes, brûlant tout ce qui pouvait transmettre la maladie, y compris les moutons, les chiens, les grenouilles et les poissons. À Brionne, le célèbre grand incendie qui en résulta rasa les 3/4 de la ville. Les hommes rats, qui désespéraient des résultats médiocres de la variole rouge, sautèrent sur cette occasion. Le Conseil attendit que la maladie décime la population avant d'envoyer ses armées. Au départ, rien ne put stopper les hommes rats et plusieurs villages et bourgs furent mis à sac. Les villes de Brionne et de Quenelle furent assiégées. Mais les seigneurs du nord de la Bretonie ne mirent pas longtemps à réagir. Les forces du duc de Moussillon et des elfes sylvains d'Atel-Lorraine intervinrent et écrasèrent les Skaven à la bataille de Rémarche, mettant un terme prématuré à leur tentative de soumission des royaumes humains. La débâcle fut totale pour les Skaven. Même si la Bretonie fut affaiblie par cette maladie et cette invasion,
Elle avait renforcé ses liens avec Athel Lorraine, et avait bien moins souffert que les armées Skaven qui avaient été mises en pièces. Cet échec fit entrer l'Empire souterrain dans une telle instabilité qu'il conduit à la deuxième grande guerre civile entre clans. Nous verrons comment s'est déroulée la guerre civile dans le prochain épisode de l'histoire des Skaven expliquée par les cartes. Attendant, c'est déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve dans une semaine pour la suite. Allez, à la prochaine!